Le printemps le plus long, chapitre 5, le lointain virus chinois. Après 2 semaines de vacances au Québec pour le temps des fêtes, Jean-François Lépine et sa conjointe, l'actrice Mireille Desglunes, rentrent en Chine le 8 janvier. L'ancien journaliste de Radio-Canada, qui dirige les représentations du Québec en Chine depuis 2015, retrouve ses bureaux dans la mégalopole de Shanghai, où les employés, 5 Québécois et 17 Chinois, sont hébergés dans les locaux du consulat canadien. Quand je reviens au travail, personne, mais vraiment personne ne parle de ce virus en Chine, raconte Jean-François Lépine. Tout est normal, les médias sont silencieux, clairement, les Chinois ont tout fait pour taire cette histoire-là. À ce moment, mis à part Marjorie Pollack, Zhan Yongzhen et quelques spécialistes en infections virales, le reste de la planète ne porte pas encore attention à ce qui se passe à Wuhan. Les autorités sanitaires locales affirment que la situation est maîtrisée. Le monde vaque à ses occupations. Certains se remettent des festivités de Noël, d'autres reprennent le boulot tranquillement. C'est le moment où chacun pense encore pouvoir tenir ses résolutions de l'année. En Chine, le nouvel an prévu le samedi 25 janvier approche. Les citoyens sillonnent les marchés en quête de cadeaux pour la famille et planifient leurs déplacements. Près de 700 millions de Chinois s'apprêtent à prendre la route, le train ou les airs pour retrouver leurs proches, ce qui constitue l'un des déplacements de population annuels les plus massifs au monde. Le 17 janvier en soirée, Jean-François Lépine et Mireille Desglunes assistent à une représentation de la comédie musicale Notre-Dame de Paris au Centre culturel de Shanghai. C'était plein à craquer. Tout le monde s'embrassait, se prenait dans ses bras. Rien d'anormal, se souvient-il. Le lendemain, il déambule sur la grande artère commerciale de la ville. Nanjing Lu, en compagnie de l'un de ses interprètes, Daniel Lavoie. Il y avait du monde comme c'était pas possible, les magasins étaient bondés. Il n'y a aucune indication que le mal mijote. J'étais au cœur de l'action et pourtant, il n'y avait pas de signe annonciateur qu'une crise sanitaire majeure s'en venait, s'étonne-t-il. Une rumeur commence toutefois à se répandre en provenance de la province de Hubei, au centre du pays dont Wuhan est la capitale. Ceux qui y ont de la famille rapportent qu'une maladie inconnue pourrait contrecarrer les plans de voyage du Nouvel An. Ce ne sont que des rumeurs entendues par les employés chinois du bureau du Québec à Shanghai, mais Jean-François Lépine y porte tout de même attention, parce qu'il connaît bien Wuhan, une grande ville dynamique où il se rend plusieurs fois par année. Le metteur en scène belge Franco Dragon y produit notamment The Han Show, un spectacle à grand déploiement qui profite de l'expertise de plusieurs artisans québécois. Le Cirque du Soleil s'arrête aussi régulièrement à Wuhan, situé le long du majestueux fleuve Yangtze. Il y a plusieurs francophones là-bas. C'est un centre économique et culturel important, relate Jean-François Lépine. En l'espace d'une semaine entre le 15 et le 22 janvier, la rumeur s'emballe. Les autorités pourraient restreindre les déplacements dans la province de Hubei pour combattre le virus, chuchote-t-on. Pour ne pas rester coincés et rater le nouvel an chinois en famille, plusieurs habitants fuient. Pendant cette semaine-là, entre 5 et 7 millions de résidents sur les 58 millions que compte la province quittent le Hubei. Ils vont continuer à répandre l'épidémie. Les autorités ont grandement sous-estimé l'exportation du virus, soutient Jean-François Lépine. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres prennent connaissance de l'existence de la maladie de Wuhan lors d'une retraite du cabinet à Winnipeg le 18 janvier. C'est à ce moment que la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, aborde le sujet avec ses collègues. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, prend également la parole, puisque la veille, ses services de renseignement l'ont informé que le nombre de cas officiellement déclarés, moins de 275, semble largement sous-estimé. Il y en a probablement 2 ou 3 fois plus, se fait-il dire. Malgré la proximité génétique du virus avec son cousin le SRAS et l'accumulation des cas, les autorités sanitaires chinoises affirment toujours qu'il n'y a pas d'éléments probants clairement révélateurs d'une transmission interhumaine de la maladie. Une position endossée publiquement par l'OMS qui précise toutefois qu'une transmission
interhumaine limitée pourrait se produire. Le 20 janvier, les experts de l'OMS effectuent une première mission de reconnaissance à Wuhan. Le lendemain, l'antenne régionale de l'OMS dans le Pacifique occidental affirme pour la première fois qu'il apparaît très clairement qu'il existe une certaine transmission interhumaine. Tout bascule en Chine, le matin du 22 janvier. Le gouvernement impose du jour au lendemain une quarantaine aux 11 millions de résidents de Wuhan. Il y a alors officiellement 550 personnes infectées, mais la maladie progresse rapidement. Les trains et les avions suspendent leur va-et-vient, des barrages routiers font leur apparition autour de la ville, la population se fait intimer de rester à la maison, les rues se vident, le vacarme des usines cesse. Le gouvernement chinois dit avoir besoin de quelques jours pour reprendre le contrôle de la situation. Le confinement dura finalement 76 jours. En rétrospective, le docteur Chang-Ji Lei de l'Université de Southampton en Grande-Bretagne calculera que si les autorités chinoises avaient imposé des mesures sévères une semaine plus tôt, elles auraient diminué la propagation de la maladie de 66 %. 2 semaines plus tôt, 86 % de réduction. En revanche, attendre une autre semaine après le 22 janvier aurait laissé le virus tripler sa contagion comparativement à ce qui s'est produit. Malgré les rumeurs, l'annonce du confinement prend Jean-François Lépine et son équipe par surprise. Isoler une ville de l'ampleur de Wuhan pour 550 cas représente un geste fort. Le responsable des bureaux du Québec en Chine est alors à l'aéroport de Shanghai en attente d'un vol pour Singapour. Jean-François Lépine saute sur son téléphone et appelle sa sous-ministre Sylvie Barcelo au ministère des Relations internationales à Québec pour faire le point. Le sort des Québécois coincés à Wuhan préoccupe le gouvernement. On a discuté d'évacuation, mais on n'avait pas les moyens d'organiser ça. L'environnement était très complexe. La Chine ne permettait plus à personne de sortir de Wuhan. Il fallait voir avec Ottawa ce qu'on pouvait faire, raconte Jean-François Lépine. Dans les jours suivants, le gouvernement fédéral nolisera des avions pour extirper les Canadiens du pétrin avec la permission de Pékin. À partir de la fin janvier, Jean-François Lépine s'installe dans les bureaux du Québec à Hong Kong, d'où il fera le point sur les derniers développements en Chine avec les responsables de son ministère à Québec. N'incluant au départ que quelques personnes sur la ligne, la téléconférence quotidienne prendra de l'ampleur à mesure que la crise s'intensifiera. Les 8 hauts bureaux du Québec en Asie s'ajoutent, puis les délégations en Europe et finalement celles aux États-Unis. À un certain moment, on était 75 au téléphone, lance-t-il, ébahi. Le 22 janvier à 14h30, le comité de gestion du réseau de la santé du Québec se réunit de nouveau, cette fois pour un rendez-vous téléphonique spécial de 30 minutes. Toute la direction du MSSS est en ligne, le sous-ministre Yvan Gendron, les sous-ministres adjoints, la plupart des PDG des CIS et des CIUS, les ministres Daniel Mécan et Marguerite Blais. Il n'y a qu'un seul sujet à l'ordre du jour, le nouveau coronavirus. Horacio Arruda fait un bref résumé de la situation. Il explique que 17 personnes sont décédées de ce virus, qui semble moins virulent que le SRAS de 2003. Le virus a muté et il y a maintenant transmission interhumaine, dit-il au groupe. Il y a quelques cas sous investigation au Québec, ajoute-t-il, mais il y a peu de risques que ce soit concluant. Le docteur Arruda annonce que le protocole pour les maladies respiratoires sévères infectieuses, MRSI, mis à jour en août 2013, est désormais en vigueur. Cette procédure stipule que les médecins cliniciens doivent déclarer à la direction de santé publique de leur région tous les cas de MRSI en investigation. Le document, long d'une trentaine de pages, est destiné aux professionnels de la santé. Ce guide explique la marche à suivre pour le prélèvement des échantillons du virus sur un patient, les conditions de l'envoi au laboratoire de santé publique du Québec pour l'analyse, l'importance de retracer rapidement les contacts étroits du malade, etc. Pierre Lafleur, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination de la planification, de la performance et de la qualité au MSSS, informe ensuite ses collègues que le centre ministériel
de coordination en sécurité civile du réseau de la santé commencera à suivre la situation de près. Le sous-ministre Yvan Gendron rappelle qu'en situation de crise, on retrouve souvent des enjeux de coordination et qu'il est primordial que la bonne information circule bien, selon le procès-verbal de la conférence téléphonique. La ministre de la Santé, Danielle McCann, conclut en soulignant l'importance de donner l'information juste à la population. L'ambiance n'est toutefois pas à l'urgence. Ce n'était pas la première fois qu'un virus sortait de la Chine. On ne savait pas trop à quel point c'était dangereux, raconte Lucy O'Partney, la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques au MSSS, qui participait à la réunion téléphonique. C'est elle qui coordonne tous les services de première ligne au Québec. Hôpitaux, cliniques, centres de dépistage, laboratoires, pharmacies, etc. Si un nouveau virus frappe le Québec, ce sera d'abord dans sa cour que se matérialiseront les conséquences. Même lorsque la Chine décrète un confinement généralisé pour la ville de Wuhan, Lucy O'Partney, prononcée O'Patterney, affirme que personne au ministère de la Santé n'est particulièrement préoccupé. Mentalement, on n'était pas là, confie-t-elle lors de notre rencontre. 6 mois plus tard, en juillet 2020, la Chine a des pouvoirs énormes sur sa population et elle réagit souvent différemment des pays occidentaux. Ce n'est pas comme voir la situation se dégrader dans un pays comme l'Italie. Ce sont 2 niveaux de stress différents. Même son de cloche de la part de la ministre de la Santé d'alors, Danielle McCann. On en entendait parler, mais l'Agence de la santé publique du Canada suivait la situation avec l'OMS et nous répétait que le risque était faible pour le Canada. C'est le message qu'on a reçu pendant plusieurs semaines jusqu'en mars. On commençait à se préparer, mais c'était très graduel. Ce qui agite davantage le premier ministre de la Santé en ce 22 janvier, ce n'est pas le coronavirus qui ne fait pas encore les manchettes en Amérique du Nord. À la réunion, qui, chaque matin, permet d'anticiper les questions des journalistes, les collaborateurs de Danielle McCann se penchent sur la controverse du jour. Un homme souhaite que la Régie de l'assurance maladie lui rembourse son Viagra. L'État doit-il payer pour l'érection de ses citoyens? C'était la belle époque, rigole Jonathan Valois, le chef de cabinet de la ministre McCann. À la fin du mois de janvier, le directeur national de la santé publique du Québec espère encore que la Chine parviendra à maîtriser l'épidémie. Il y a eu des épisodes de grippe aviaire et la Chine avait réussi à les contenir en tuant tous les poulets, par exemple. Si cette fois encore la Chine arrivait à contenir le virus comme lors des précédentes éclosions, je me disais, ça va rester là-bas. C'était vraiment un phénomène étranger à ce moment-là. Ça se passait loin de chez nous, me dira Horacio Arruda. Une alerte majeure au nouveau coronavirus va toutefois bientôt rendre la menace très concrète au Québec. Il s'agira de la première enquête complexe de la santé publique menée en toute discrétion, mais qui mettra les nerfs de bien du monde à rude épreuve. Le printemps le plus long par Alec Castonguay. Chapitre 6. Frousse dans la capitale. Il est 15h48 en ce jeudi 23 janvier glacial lorsque la voiture de l'entreprise MedExpress quitte le centre hospitalier de l'Université Laval, à Sainte-Foy, en direction de Sainte-Anne-de-Bellevue, à près de 300 km de là. Une petite glacière scellée, estampillée du sigle UN 3373, qui désigne les matières infectieuses, doit être livrée d'urgence au laboratoire de santé publique du Québec, le seul du genre dans la province. L'entreprise spécialisée en transport médical effectue des centaines de livraisons par jour à la grandeur du Québec. Mais celle-ci a quelque chose de particulier. C'est rare qu'on me demande un chauffeur pour apporter aussi rapidement un seul échantillon de Québec vers Montréal, note Stéphane Boudreau, le propriétaire de MedExpress. 2 heures plus tôt, à l'hôpital, une infirmière a prélevé des sécrétions nasopharyngées captées dans la gorge en insérant un écouvillon par le nez chez un père de famille qui ressentait des symptômes de la grippe depuis son retour de Chine. On ne savait rien du virus. On s'est même demandé
quoi faire le prélèvement à l'hôpital pour que l'échantillon soit valide, raconte Nathalie Beaulieu, coordonnatrice des services en prévention et protection contre les maladies infectieuses de la Direction régionale de santé publique de la capitale nationale, DRSP. 2 jours plus tôt, le 21 janvier, à l'heure du dîner, Nathalie Beaulieu avait participé à une conférence téléphonique avec le docteur Horacio Arruda et les chefs d'équipe en prévention des maladies infectieuses des 18 régions régionales à propos d'un nouveau virus qui se répandait rapidement dans la province de Hubei, en Chine. Le docteur Arruda, de qui relèvent ces 18 directions régionales, avait demandé à ses troupes d'être vigilantes et d'avertir les cliniques, CLSC et hôpitaux de leur région afin qu'ils leur signalent les cas de voyageurs malades de retour de ce pays. « J'avais mis le réseau de la santé publique sous tension », explique-t-il. N'empêche, la réalité rattrape la théorie un peu vite au goût de Nathalie Beaulieu. « Je ne pensais jamais que ce serait chez nous 2 jours plus tard », lance cette dynamique infirmière de 52 ans qui a longtemps travaillé dans les urgences et qui aime répéter qu'elle veille maintenant sur la santé des 775 000 résidents de la capitale nationale dans son rôle de gestionnaire de la santé publique. Pendant que la voiture de MedExpress file sur l'autoroute 20, la fébrilité gagne le 3e étage du pavillon Arthur Vallée, un édifice historique de Québec qui abrite l'équipe de la Direction régionale de santé publique. « C'était la folie », s'exclame Nathalie Beaulieu. Philippe Robert, un résident en médecine préventive qui commence à peine son stage, doit s'assurer que le laboratoire de santé publique du Québec a bien reçu le petit tube en plastique dans la glacière. Il appellera plusieurs fois avant d'en recevoir la confirmation. On ne voulait pas que l'échantillon se perde ou se brise. On était un peu nerveux, affirme le grand mince, qui arbore de petites lunettes noires. L'écouvillon arrivera finalement à destination à 18h50. François Desbiens, à la tête de la DRSP de la capitale nationale depuis 2000, ce qui fait de lui le doyen des directeurs de santé publique de la province, se rend compte qu'il pourrait s'agir du premier cas de COVID-19 déclaré au Canada. « Est-ce qu'on va vraiment vivre ça? Nous serons les premiers au pays », lance-t-il à ses principaux collaborateurs, réunis à l'heure du souper pour planifier les étapes à venir si le test s'avère positif. Nathalie Beaulieu convoque l'autre Beaulieu du service, Isabelle, aucun lien de parenté. Dans son bureau en coin du 3e étage, au bout d'un long corridor percé de portes en bois, les Beaulieu, comme elles se surnomment, n'en sont pas à leur premier combat ensemble. Isabelle Beaulieu, une infirmière de 43 ans, dirige l'équipe d'enquête affectée aux maladies à déclaration obligatoire. Ces infections qui entraînent de sérieux problèmes de santé ou qui, contagieuses, présentent un risque pour d'autres personnes comme la rougeole, la maladie de Lyme ou les infections transmissibles sexuellement. Tout au long de l'année, pendant que leurs collègues de la DRSP des autres étages élaborent des plans de lutte contre le tabagisme, ajustent les recommandations pour combattre la canicule ou préparent la prochaine campagne de vaccination contre la grippe, les Beaulieu et leurs équipes décollent à la moindre alerte de maladies graves ou infectieuses. On est les stressés du bureau. On doit partir au quart de tour pour briser les chaînes de contagion. On isole le malade et on dresse la liste de ses contacts et des lieux qu'il a visités dans les jours précédents. C'est une job de police, mais sans crime commis, explique Isabelle Beaulieu, qui mobilise ses 3 infirmières enquêteuses pour interroger le père et sa famille de retour de Chine. La pandémie fera grimper le nombre d'enquêteurs à plus de 30 à la DRSP de la capitale nationale au printemps, puis à 104 lors de la vague de l'automne. Après une nuit de suspense, le rapport d'analyse revient du laboratoire de santé publique le vendredi 24 janvier. Le fax indique le pire scénario. Le test n'est ni négatif ni positif. Le prélèvement doit être envoyé au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, encore plus spécialisé. Cela prolongera l'incertitude durant plusieurs jours, alors que le temps est compté face à un virus 5 fois plus contagieux que celui de la grippe
et jusqu'à 10 fois plus virulent. Des détails qui ne seront cependant connus que plus tard. Entre-temps, l'inquiétude s'empare des Beaulieu. L'enquête s'annonce ardue. Le voyageur, sa femme et leurs 3 enfants ont atterri à l'aéroport Montréal-Trudeau le jeudi 16 janvier après avoir passé les dernières semaines à Wuhan. Le soir de leur arrivée, en route vers Québec, épuisée, la famille s'est arrêtée dans un Airbnb de Trois-Rivières et a soupé au restaurant, avant de regagner la capitale le lendemain. Le lundi 20 janvier, les 2 plus jeunes enfants du couple sont retournés en CPE et l'aîné à son école primaire. La famille a été en contact avec des dizaines de personnes et s'est déplacée à divers endroits, dont 3 villes, au cours des jours précédant l'arrivée du père aux urgences de l'hôpital. Le potentiel de contagion était énorme, se souvient Isabelle Beaulieu. Les enquêteurs obtiennent la liste des passagers des vols empruntés par la famille jusqu'à Montréal, puis les noms des élèves qui fréquentent le CPE à l'école primaire des enfants du couple, ainsi que des éducateurs et des enseignants. On a interrogé le papa 6 ou 7 fois pendant la fin de semaine pour être capable de remonter jusqu'à tout le monde. Il a été exemplaire. Il a bien collaboré parce qu'il avait vu ce qui se passait à Wuhan, raconte Nathalie Beaulieu. Chaque jour, Philippe Robert appelle à Winnipeg pour s'enquérir des résultats. Sans succès. Horacio Arruda suit l'enquête de près, alors que la DRSP de la capitale nationale est la première à lancer une enquête de cette envergure pour retracer le parcours d'un potentiel cas de coronavirus. On déroulait le tapis et on marchait dessus en même temps, lance Nathalie Beaulieu. 2 proches de la famille venus saluer celle-ci à son arrivée à la maison sont mis en isolement préventif. L'équipe de la DRSP impose une surveillance des symptômes qu'elle effectue 2 fois par jour. Le rapport revient du laboratoire de Winnipeg le 28 janvier seulement. Négatif. 2 autres membres de la famille qui présentaient des symptômes passeront également un test. Les diagnostics seront négatifs. Simple grippe saisonnière. On a eu de la chance parce qu'on n'était pas prêt à ce moment-là à affronter la bête, admet François Desbiens. Chapitre 7. Hôpital chinois et insouciance. Le vendredi 24 janvier, à 12h41, Marie-Pierre Langelier envoie un courriel à son patron, Yves Ouellette, le plus haut fonctionnaire de l'État, pour l'informer de ce qu'elle vient d'entendre. La secrétaire générale, associée, en quelque sorte la chef de cabinet d'Yves Ouellette, sort d'une conférence téléphonique de l'Organisation de la sécurité civile du Québec, OSCQ, qui visait à faire le point sur le coronavirus avec une vingtaine de ministères et d'organismes du gouvernement. C'est la première fois que le ministre du Conseil exécutif, MCE, souvent décrit comme le ministère du premier ministre parce qu'il se trouve au centre de toutes les décisions, est mis dans la boucle d'information sur le coronavirus. Malgré le branle-bas de combat en cours dans la capitale avec la famille qui revient de Chine et dont le père et la santé publique attendent toujours avec anxiété le résultat du test, les rendez-vous téléphoniques de l'OSCQ n'ont rien soulevé d'alarmant. Rien à signaler de majeur à ce stade, écrit Marie-Pierre Langelier dans son compte-rendu de la discussion qui a duré une trentaine de minutes. Elle ajoute « Il y a 2 cas sous investigation au Québec. Ce n'est pas public. La Chine fait de gros efforts pour limiter la propagation et les médecins en santé publique affirment que la suite dépend beaucoup de cela », écrit-elle. Son courriel à Yves Ouellette se termine par une note positive. « On peut s'attendre à ce qu'il y ait des cas au Québec. Pas impossible. Mais mortalité de 4% chez les personnes avec d'autres facteurs de risque et pas de catastrophe épidémique, selon l'état de la situation dressée par le ministère de la Santé. Le Dr Arruda fera un point de presse ce PM avec un message rassurant avant la fin de semaine. Le directeur de la santé publique du Québec ne veut pas inquiéter la population. Au début, il faut trouver un équilibre, m'expliquera Horacio Arruda. On ne doit pas faire paniquer les gens. On ne sort pas la première journée en disant que ça va être la catastrophe quand on n'a pas encore de cas au Québec. Quelques heures plus tôt, cette même journée du 24 janvier,
les autorités chinoises lancent la construction d'un hôpital de 1000 lits destiné à recevoir les malades du nouveau coronavirus. Le nombre de cas déclarés a doublé en 3 jours à Wuhan pour atteindre 830 personnes, dont 26 morts. Le temps presse. Les établissements de santé de la ville sont déjà sous pression. Le nouveau bâtiment de 25 000 mètres carrés doit être érigé en seulement 10 jours. Près de 4 000 travailleurs supervisés par 1 400 militaires vont se relayer jour et nuit pour assembler les pièces préfabriquées de l'hôpital. La ville étant en confinement généralisé depuis 2 jours, les camions peuvent se rendre facilement au chantier. C'est à ce moment précis que le Québec et les pays occidentaux auraient dû sortir de leur torpeur, estime Maude Saint-Jean, chef du service de microbiologie et infectiologue au CISS de Laval. Quand il est question de la Chine, il y a toujours un peu d'insouciance. C'est loin de nous, c'est un autre mode de vie. Il y a souvent de nouveaux virus qui n'arrivent pas jusqu'ici. Mais construire un hôpital en 1 semaine, ce n'est pas normal, même en Chine. En rétrospective, on aurait dû être plus réveillé, affirme la médecin de 46 ans qui sera au front de la lutte contre la COVID-19 dans l'une des régions les plus touchées au Canada. Pour la docteure Juan Liu, qui a l'habitude des épidémies, les images en provenance de la Chine à la fin janvier étaient terrifiantes. Quand j'ai vu les médecins chinois se promener habillés en cosmonautes, je me suis dit « aïe aïe ». Pour que les Chinois s'habillent comme ça, à cette échelle-là, et qu'ils le montrent, c'est que c'est grave. Ça voulait dire que c'était la pointe de l'iceberg qu'on voyait. Ça voulait dire que c'était horrible en réalité. Ça n'avait aucune commune mesure avec ce qui s'était passé lors du SRAS en 2003. C'était vraiment problématique. On voyait déjà l'ampleur. Chez Joanne Liu, l'angoisse s'est installée un peu avant, dès le 21 janvier, lorsqu'il y a eu confirmation d'une transmission entre humains. Je me suis dit, c'est fini, fin de la partie, ça va mal aller. C'est là que certains n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Il fallait se préparer, m'a-t-elle dit lors d'un entretien en juin 2020. Le 25 janvier, l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Theresa Tam, affirme sur Twitter que le risque demeure faible pour le Canada. Un premier cas est toutefois diagnostiqué au pays. Un homme de 50 ans revenu de Wuhan dans les jours précédents souffre de fièvre et de toux. Il a été admis à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, tout comme sa femme, également touchée. Le 28 janvier, un 3e cas est déclaré, cette fois en Colombie-Britannique. Au sommet de l'administration québécoise, il y a un peu de confusion. On essayait de comprendre, explique Yves Ouellette. On parlait avec nos spécialistes, nos docteurs qui ont des PhD longs comme le bras, et personne ne pensait qu'on allait être frappé par une pandémie sans précédent. L'OMS n'avait pas déclaré l'état d'urgence. Il y a toutefois des cas au Canada, et la réaction musclée des Chinois agace le secrétaire général du gouvernement. Ils étaient agressifs, ils fermaient tout pour contrôler l'épidémie. Quand j'ai vu la construction de l'hôpital en 1 semaine, je me suis dit que ce n'était pas bon signe. Ça me fatiguait, raconte Yves Ouellette. Le 29 janvier à 15h, la ministre de la Santé, Danielle Mécan, reçoit un document de la part du bureau du sous-ministre Yvan Gendron, intitulé « État de la situation, nouveau coronavirus à Wuhan en Chine ». Cette note interne jouera un grand rôle dans la petite histoire de l'approvisionnement difficile en équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé. Le résumé de 4 pages affirme au 3e paragraphe que le risque est évalué par l'OMS comme étant très élevé pour la Chine, élevé au niveau régional et élevé au niveau mondial. Le risque global pour les Canadiens demeure faible. 4 enquêtes, pourtant, sur des cas positifs ont eu lieu au Québec, mais toutes se sont révélées négatives, écrit l'équipe du sous-ministre. À la page 2, sous la rubrique « Équipement de protection individuelle EPI », on peut lire « Le réseau de la santé dans son ensemble possède des réserves d'EPI suffisantes pour répondre aux besoins usuels des 2 prochaines années. Considérant que les inventaires sont répartis de façon inégale entre les établissements,
une demande sera faite afin de fournir dans un délai de 24 heures les quantités d'EPI manquantes afin que chacun puisse atteindre une réserve d'1 an. Cet inventaire permettra de négocier des contrats ouverts avec les fournisseurs. Ces quelques lignes ont surpris bien des fonctionnaires du ministère de la Santé à qui j'ai montré la note, puisque les CISSS et les CIUS n'ont pas d'espace assez vaste pour stocker autant de matériel. Le seul entrepôt à l'époque était celui de Québec et ne contenait pas pour 2 ans d'équipement. Cette note cruciale a laissé penser au cabinet de la ministre de la Santé que le gouvernement n'avait pas à se soucier des EPI en janvier. J'avais des rapports du sous-ministre en janvier et février me disant qu'on avait suffisamment de marchandises d'EPI pour 2 ans à usage normal, souligne la ministre Danielle Mécan. Ben là, vous comprenez, le vent a tourné à un moment donné et ce n'était plus ça. Interrogé sur ce document, le sous-ministre Yvan Gendron convient qu'un stock de 2 ans représentait une estimation, puisqu'il n'existe aucun fichier central permettant de jauger la quantité d'équipement dans le réseau. Certains établissements avaient beaucoup de stock, alors que pour d'autres, c'était à peine suffisant pour 4 à 6 semaines, explique-t-il, en donnant l'exemple du CHUM, qui s'était constitué une petite réserve en 2014 et 2015 au cas où le virus Ebola, réapparu en Afrique, atteindrait le Québec. L'hôpital Sainte-Justine et l'hôpital général juif étaient également bien outillés, se souvient-il. Certaines directions sont plus du type écureuil que d'autres. De manière générale, les CISSS et les CIUS n'aiment pas accumuler trop de marchandises, soutient Yvan Gendron, parce que pour eux, ce sont des dépenses dans le bilan comptable. Ils gardent seulement ce dont ils ont besoin, pas plus. On fonctionne en juste à temps, poursuit celui qui, avant d'être nommé sous-ministre en novembre 2018, a dirigé le CIUS de l'Est de l'île de Montréal entre 2015 et 2018. Il n'y avait pas tant de stock, lâche-t-il finalement. Combien y avait-il d'EPI en réserve si ce n'était pas pour 2 ans? Je ne peux pas vous dire exactement. On en avait pour combien de temps devant nous, avouera Yvan Gendron lors de notre rencontre en juillet dans une grande salle de conférence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'est de Montréal. On avait peut-être en moyenne pour 4 à 6 mois d'utilisation en temps normal. Or, en avril, au plus fort de la pandémie, le réseau de la santé utilisera chaque jour ce qu'il consommait en près de 2 semaines normalement, faisant fondre ce mince surplus en poussant plusieurs installations en situation précaire. On ne se doutait pas qu'on en utiliserait autant, tempère Yvan Gendron. Cette note interne, acheminée par le bureau du sous-ministre Yvan Gendron au gouvernement le 29 janvier, imprécise et optimiste, a-t-elle induit le gouvernement en erreur et retardé l'approvisionnement en EPI? Le sous-ministre Yvan Gendron n'est pas convaincu. Je ne pense pas, parce qu'on s'est quand même mis en branle dans les semaines suivantes, se défend-il. La première commande substantielle d'EPI, notamment pour des masques N95, sera effectuée 3 semaines plus tard, le 21 février. Le Québec ne possédait aucune réserve stratégique importante d'équipements de protection individuelle, convient Yvan Gendron. Après l'épisode de la H1N1 en 2009, une provision avait été constituée, mais elle avait été largement consommée dans les années suivantes. Il aurait fallu en garder plus, convient-il. Et, dans le cas des masques N95, cruciaux pour le personnel de la santé, la marchandise qu'il restait de 2009 n'était plus aux normes. Après 5 ans, l'élastique devenu rigide ne permet plus de fixer les masques correctement. Les spécialistes de la santé publique aiment répéter que la prévention n'est pas un comportement naturel chez l'humain, qui cherche d'abord à se faire plaisir et combler ses besoins immédiats. Les gouvernements ne sont pas différents. Souvent, ils visent eux aussi le court terme. C'est le danger. Quand il n'y a pas d'épidémie, on oublie. Et quand tu vas acheter des millions de masques ensuite, ça devient difficile, raconte Horacio Arruda. La santé publique n'a pas été une priorité budgétaire ces dernières années. Pendant que le financement du ministère de la Santé grimpait de 25% de 2014 à 2020,
celui de la Direction générale de la santé publique chutait de 7%. La baisse était encore plus marquée avant que le gouvernement Legault n'y injecte quelques millions en arrivant au pouvoir. Son budget de 426 millions de dollars en 2019 ne représente que 1% du budget total du ministère de la Santé. Depuis des décennies au Québec, la gestion d'une épidémie d'envergure était restée essentiellement à l'état de théorie. Le Québec avait échappé au drame du SRAS, qui a frappé Toronto en 2003, puis avait de même été largement épargné par la grippe H1N1 en 2009, alors qu'un vaccin avait été rapidement mis au point. Un autre cousin du SRAS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a touché 27 pays depuis 2012, n'a jamais, lui non plus, abouti dans la province. Et même si la peur du redoutable virus Ebola avait forcé le réseau de la santé à se préparer lors de sa résurgence en 2014, il était resté confiné à l'Afrique. La situation est différente pour la docteure Bonnie Henry, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. Pour elle, le risque n'est pas que théorique. Avant d'occuper ses fonctions dans l'ouest du pays, la spécialiste en santé publique avait coordonné l'unité médicale d'urgence qui a affronté le SRAS à Toronto en 2003. Lorsqu'elle comprend que la situation se dégrade en Chine, elle ne souhaite pas rejouer dans le même film. Fin janvier, elle ordonne à son ministère de la Santé de passer de nouvelles commandes pour renflouer les réserves d'équipements de protection individuelle. Elle découpe rapidement les hôpitaux et les centres d'hébergement pour personnes âgées en zone chaude et froide pour limiter la propagation de la maladie. On a pris ça au sérieux dès le début, dit Bonnie Henry. Honnêtement, c'était dû à mon expérience à Toronto lors du SRAS. Certaines me disaient que j'exagérais, mais j'avais un pressentiment. Après une semaine de débats internes tendus, les experts de l'OMS s'entendent finalement le 30 janvier pour déclencher l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. La Chine approche des 9000 cas. On recense 98 infections hors de Chine dans 18 pays. L'alarme sonne, mais personne ne se réveille. Les faits tombent à plat. Les gouvernements de la planète, sauf quelques exceptions, n'augmentent pas substantiellement leur niveau de préparation. Aux yeux de plusieurs décideurs, c'est encore un virus chinois, comme le dira plus tard cavalièrement le président américain Donald Trump. La docteure Juan Liu, forte de son expérience internationale, est alors en contact avec plusieurs dirigeants de l'OMS qui expriment à la fois des surprises et déceptions. Il me disait « Coudon, ça n'a pas marché. C'est vrai que déclarer l'état d'urgence international n'a pas déclenché les mécanismes de réactivité que ça aurait dû. » Ils m'ont dit « Ce qu'il va falloir qu'une pandémie pour que les gens bougent, parce que personne n'a bougé. » Ce même jour, le 30 janvier, la découverte troublante d'un médecin en Allemagne aurait également pu secouer les dirigeants et scientifiques de la planète. Une révélation qui avait le pouvoir de mieux armer les gouvernements de la planète contre le virus et vraisemblablement de changer la trajectoire de la pandémie. Février. Chapitre 8. La transmission silencieuse. Il est un peu avant 8 heures, en ce mardi matin 4 février, lorsque le docteur Michael Liebman termine son petit déjeuner chez lui, à Montréal, puis envoie un courriel d'encouragement à sa collègue et amie Cathy Roth de l'autre côté de l'océan en Allemagne. Depuis 4 jours, elle est au cœur d'une tempête scientifique aux conséquences potentiellement catastrophiques. La directrice de la clinique pour voyageurs de l'hôpital universitaire de Munich est la première à avoir révélé, le 30 janvier, que les porteurs du nouveau coronavirus pouvaient transmettre la maladie avant d'éprouver des symptômes ou même sans en ressentir du tout. Ta découverte est très utile, l'assure Michael Liebman, dont le large front dégarni et la barbe poivre et sel trahissent ses nombreuses années d'expérience de pratique comme médecin au Centre universitaire de santé McGill et spécialiste des maladies infectieuses chez les voyageurs. Ça veut dire que la maladie va probablement se répandre à travers le monde. Notre seule chance est de tenter de la ralentir, le temps de développer des vaccins et un remède.
Il ajoute à la fin de son courriel « C'est très important de partager cette information, particulièrement parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire en Chine. À Wuhan, ils sont complètement débordés et visiblement incapables de comprendre tout ce qui se passe. Comme toujours, on a une meilleure compréhension de la transmission et des symptômes en médecine de voyage parce qu'on a du recul. » Michael Liebman et Camilla Roth se sont rencontrés à Québec en 2014 lors d'un congrès de la Société de médecine des voyages. Les deux ont ensuite enseigné en Inde au même moment. Puis ils sont restés en contact grâce à GeoSentinel, un réseau de dizaines de cliniques dans le monde qui surveille la propagation des maladies infectieuses déplacées par les voyageurs, et dont Michael Liebman est l'un des directeurs. C'est le début de l'après-midi en Allemagne lorsque Camilla Roth, une grande mince dans la quarantaine aux cheveux châtains, reçoit le message de quelques paragraphes de son ami montréalais. Ça m'a fait un bien fou de voir qu'un estimé collègue comme Michael saisissait la situation, alors que tant d'autres ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre. J'avais commencé à douter de moi et de mes observations, me raconte-t-elle via Zoom, une gigantesque carte du monde visible derrière elle, épinglée au mur de son bureau, dans la capitale bavaroise. C'était réconfortant, même si, dans le fond, je savais que le temps me donnerait raison. Camilla Roth a distingué le premier cas connu de COVID-19 en Allemagne et l'un des premiers d'Europe. C'est toutefois un hasard, et son patient ne présentait aucun symptôme typique qu'une clinicienne avec son expérience anticiperait chez une personne atteinte d'un coronavirus qui, dit-on alors, ressemble au virulent SRAS-CoV-1 de 2003. En 2020, la Dr Roth dirige la clinique de voyage fort achalandée de l'hôpital universitaire de Munich depuis 3 ans. Elle est spécialisée en maladies infectieuses, mais elle ne se trouve théoriquement pas sur la ligne de front d'une épidémie, n'étant pas médecin en santé publique ni épidémiologiste. Elle s'intéresse à la situation de Wuhan par curiosité, sans que cela la préoccupe outre mesure. Il faut avouer, tout ce qui se passe en Chine est assez lointain pour les pays occidentaux, me raconte Camilla Roth, dans un excellent anglais teinté d'une pointe d'accent allemand. On voyait des images étranges et spectaculaires d'une ville en confinement et d'un hôpital en construction rapide. Mais on se disait que c'était la Chine, un pays qui exerce un pouvoir énorme sur ses citoyens. On pensait que le virus ne se rendrait pas à nous, qu'on allait s'en tirer. Au cours de l'avant-midi du lundi 27 janvier, son existence bascule complètement. Au cours de l'avant-midi du lundi 27 janvier, son existence bascule complètement. Camilla Roth est à sa clinique lorsqu'elle reçoit l'appel d'un patron de l'entreprise de pièces d'auto Webasto, située à Stockdorf, en banlieue de Munich. Il est inquiet. La veille, une cadre de la compagnie qui travaille au bureau régional de Shanghai l'a prévenue qu'elle venait d'être testée positif au nouveau coronavirus qui terrorise Wuhan, une ville qu'elle fréquente en raison de la forte présence de l'industrie automobile et parce que ses parents y résident. Cette femme de Shanghai avait passé 3 jours la semaine précédente au siège social de l'entreprise près de Munich. Ainsi, du 20 au 22 janvier, elle avait assisté à une série de rencontres et donné quelques ateliers pour les cadres. L'employée avait quitté l'Allemagne le mercredi soir, 22 janvier, vers Shanghai, mais dans les heures suivant son retour en Chine, elle avait commencé à tousser et à faire de la fièvre. Le patron de Webasto, décontenacé, ne sait que faire. L'un de ses subalternes à Munich lui a dit avoir été grippé pendant la fin de semaine qui vient de prendre fin. Y a-t-il un lien? Il demande à Camilla Roth si elle peut examiner ses travailleurs qui ont été en contact avec cette dame lors de sa visite à Munich, même si cette dernière ne semblait pas malade. Camilla Roth accepte, néanmoins sceptique de découvrir quelque chose. Tout le monde disait qu'il fallait observer des symptômes importants pour être contagieux, comme le SRAS. Elle prend tout de même des précautions et se protège de la tête aux pieds avec une blouse, un masque, des gants et des lunettes, avant d'examiner le premier employé de l'entreprise.
L'homme de 33 ans dit avoir fait un peu de fièvre et souffert de toux et d'un léger mal à la gorge le samedi et dimanche. Il est toutefois suffisamment en forme en ce lundi matin pour reprendre le travail. À cette période de l'année, c'est la saison de la grippe en Allemagne. Et s'il n'y avait pas eu cette femme d'affaires de Shanghai dans le portrait, je ne l'aurais même pas examiné. Cet homme-là, tellement il était remis de ses symptômes. Et lui, il n'aurait pas jugé sa situation assez grave pour consulter un médecin si son patron n'avait pas insisté. Raconte-t-elle. La docteure Roth lui demande si la femme de Shanghai qu'il a côtoyée semblait malade lors de ses 3 jours passés à Munich. « Pas du tout, répond-il. C'est une collègue qui a l'habitude de rencontrer plusieurs fois par année et elle paraissait dans son état normal. Aucune toux, pas de nez qui coule, la même voix, pas de fatigue apparente puisqu'elle a enchaîné les réunions sans se plaindre. Les prélèvements des sécrétions sur l'homme sont envoyés à un laboratoire spécial géré par l'armée allemande, non loin de Munich, comme le veut la procédure dans le cas de pathogènes rares ou nouveaux. Le soir, alors qu'elle s'apprête à aller souper au restaurant avec des amis, Camille Roth reçoit par téléphone le résultat du laboratoire militaire. Positif. Le premier cas en Allemagne. L'Italie, qui deviendra l'épicentre de la crise en Europe, n'enregistra son premier cas officiel que 3 semaines plus tard. Le virus est donc entré. La Chine semble soudainement moins loin. Ça a été une surprise. Si j'avais eu à parier, j'aurais dit que c'était une simple grippe, très commune, et pas ce nouveau virus de Wuhan, raconte-t-elle. La bonne nouvelle, contrairement au SRAS, moins contagieux mais plus virulent, il est possible d'être happé par le nouveau SRAS-CoV-2 et de ne pas être très malade. Pour l'Occident, c'est une nouveauté. La mauvaise nouvelle, le porteur du virus peut être contagieux pendant la période d'incubation de la maladie, avant même que les symptômes n'apparaissent. En arrivant au bureau le lendemain de sa découverte, pendant que la santé publique de Bavière commence à retracer les contacts de l'homme de 33 ans, Camilla Roth demande à tester les autres travailleurs de Webasto qui ont été en contact avec leurs collègues chinoises. 3 autres employés, sans symptômes, reçoivent des tests positifs. Camilla Roth leur demande, à eux aussi, s'ils ont perçu quelque chose d'anormal dans l'état de la santé de la dame de Shanghai. Rien, affirme-t-il. Ce soir-là, elle envoie un courriel à 2 douzaines de collègues du réseau Géo-Sentinelle, dont fait partie Michael Limman, pour les avertir. Faites attention en examinant vos patients de retour de voyage. Même s'ils n'ont pas de symptômes, portez vos équipements de protection, écrit-elle. Le 29 janvier, Camilla Roth consulte la fiche détaillée élaborée par la santé publique allemande qui a réussi à parler au téléphone à la femme de Shanghai. L'infirmière a noté que la dame n'avait ressenti aucun symptôme particulier durant son séjour à Munich. Un léger mal de tête et un peu de fatigue, mais rien d'anormal, après un long vol vers l'Europe et un important décalage horaire. La médecin communique ses trouvailles. Les 4 cas positifs, la femme de Shanghai, l'absence de symptômes apparents, à son patron à l'hôpital universitaire de Munich, le docteur Michael Welcher. Ce dernier comprend tout de suite la portée des informations. Il se précipite sur son clavier et envoie un courriel à l'éditeur de la réputée revue scientifique de New England Journal of Medicine. Nous pensons avoir des informations et observations importantes, écrit-il. Le 30 janvier, le court article de 5 pages qui détaille l'expérience de Camilla Roth est mis en ligne sur le NEJM, The New England Journal of Medicine. Le fait qu'une personne asymptomatique soit une source potentielle de contagion du SRAS-CoV-2 pourrait signifier une réévaluation complète de la dynamique de transmission de l'éclosion en cours, écrit la docteure Roth dans l'avant-dernier paragraphe de son article. L'orage se met alors à gronder. En quelques heures, la communauté scientifique se déchire. Dans les semaines qui suivront, Camilla Roth et son équipe seront noyés dans un courant médico-médiatique d'une rare intensité. Les critiques fusent de partout.
C'était un tsunami de réactions, décrit le docteur Welcher. Était-il vraiment possible que le SRAS-CoV-2 ne soit pas comme son cousin de 2003 et qu'il se transmette avant même l'apparition de la maladie, ou était-ce plutôt parce que la femme de Shanghai n'avait en réalité pas bien perçu les signes? Après tout, elle avait pris du Tylenol pour combattre son décalage horaire. Est-ce que ce remède aurait pu masquer les symptômes, notamment la fièvre? Le 3 février, un texte du très sérieux magazine Science caractérise l'article de la Dr Roth comme imparfait et peu rigoureux parce que la clinicienne n'a pas directement parlé à la femme de Shanghai, se fiant plutôt à une transcription écrite de la santé publique. Camilla Roth parviendra à joindre la dame en Chine, alors hospitalisée quelques jours plus tard, et ajoutera des précisions à son texte dans le NEJM. Du gros n'importe quoi, tonne Michael Liebman. La santé publique allemande est l'une des plus compétentes au monde. Alors affirmer que l'étude ne valait rien parce que Camilla s'était fiée à une transcription, c'était nettement exagéré. N'empêche que l'article de Science sera retweeté par une dirigeante de l'ONS à Genève, la docteure Sylvie Briand, responsable des risques infectieux. La santé publique de Suède déclarera que l'article de Camilla Roth contient des erreurs majeures, sans les spécifier, et mentionnera sur son site web qu'il n'y a aucune preuve que des personnes peuvent être infectées pendant la période d'incubation. Sur le site du gouvernement français, on peut lire sans détour « Une personne est contagieuse lorsqu'elle ressent des symptômes ». Camilla Roth et Michael Welcher sont sonnés par la controverse. « Ça a cogné très dur », mentionne-t-elle, « parce que je ne suis pas virologiste ou experte en coronavirus et que je venais de contredire le dogme ambiant en affirmant que le SRAS-CoV-2 ne se comportait pas comme le SRAS de 2003. J'ai heurté des sensibilités. » À ce jour, elle ignore pourquoi la controverse a duré des semaines, parce qu'un virus qui se transmet avant l'apparition des symptômes n'est pas si rare. C'est d'ailleurs le moyen le plus efficace pour un pathogène de se reproduire, sauter d'un corps à l'autre avant d'être détecté. C'est ainsi que se propagent notamment le VIH, l'herpès et la mononucléose. La très contagieuse rougeole a une longue période d'incubation, de 7 à 21 jours, durant laquelle le malade peut transmettre le virus à son insu. Une fois le premier symptôme apparu, il ressemble à s'y méprendre à ceux de la grippe. Ce n'est que plus tard que l'éruption cutanée révèle au corps qu'il a été trompé. Le fait que le SRAS-CoV-2 partage 80% de son bagage génétique avec son cousin le SRAS-CoV-1 ne signifie pas qu'ils agiront de la même manière, explique Camilla Roth. Vous et moi sommes génétiquement identiques aux chimpanzés à 97%, mais le 3% d'écart sont importants. Alors 80%, ce n'est pas si étonnant que les deux coronavirus soient différents. Aux yeux de Michael Liebman, le débat scientifique est important, mais la polémique pour déterminer si la femme de Shanghai était véritablement asymptomatique ou plutôt présymptomatique et si ses symptômes avaient été ignorés ou pas avait quelque chose d'ésotérique qui éloignait les spécialistes de l'important combat contre l'épidémie. Ça ne change rien pour le commun des mortels, tranche le médecin au CUSM. Si le porteur du virus ne perçoit pas de symptômes ou s'ils sont si légers qu'il ne les remarque pas, ça revient au même. Ça veut dire qu'il ne va pas faire attention, qu'il ne va pas s'isoler et qu'il va continuer de propager la maladie. Michael Liebman s'interrompt un instant avant de conclure en riant. Si un petit mal de tête ou de la fatigue sont des symptômes, alors je vais devoir rester chez moi à l'année. Pour le docteur Liebman, la découverte sur la transmission des porteurs sans symptômes était simplement trop importante dans ses implications, trop grosse pour que la planète scientifique l'accepte. On n'était pas porté à le croire parce que ça voulait dire qu'on était sérieusement dans le trouble, ajoute le médecin montréalais. Pour les gouvernements et les instances de santé publique de la planète, cela aurait signifié un changement majeur de stratégie. La prise de température aux aéroports ne représente plus une mesure de sécurité suffisante. La fermeture des frontières doit être envisagée. L'isolement doit être imposé à tous les contacts d'un cas
et pas seulement à ceux qui éprouvent des symptômes. Cela peut vouloir dire le port du masque presque en tout temps dans les lieux publics. Bref, des décisions aux répercussions médicales, politiques et économiques immenses. Et une épidémie beaucoup plus complexe à contenir.